Merci Thomas, et donc bonjour à tous et à toutes. On va donc commencer ce petit webinaire par se présenter. Donc, Ecodev est un cabinet de conseil et de services sur les sujets liés à la responsabilité sociétale des entreprises. On travaille sur différents enjeux que je vais détailler. Vous voyez, on est essentiellement basé à Paris, mais on a une présence à Lille, à Nantes, à Lyon et à Marseille, d'où je vous parle. Et les sujets auxquels on s'intéresse, ils sont sur 5 pôles d'expertise. La RSE, donc avec je dirais des sujets assez transverses aux entreprises, comme définition d'une raison d'être ou d'une stratégie RSE ou d'une feuille de route, ou encore l'accompagnement et une labellisation. On travaille beaucoup sur les sujets de climat, autour de stratégie climat, de bilan carbone, de programmes de compensation, de sensibilisation des collaborateurs. C'est quand même un enjeu assez majeur. On a historiquement beaucoup travaillé sur les sujets de mobilité durable, qui ont un impact très important sur les enjeux climatiques. On a un pôle qui travaille sur la partie biodiversité également. Et on travaille aussi sur les enjeux d'économie circulaire. Et donc, si je reprends les trois, le climat, la biodiversité et les ressources, pour parler économie circulaire, on voit qu'on essaye d'adresser quelque part les enjeux du siècle auxquels nous sommes confrontés, et qui sont des enjeux qui sont liés. Les enjeux climatiques sont impactés par nos problématiques de biodiversité et impactent les problématiques de biodiversité également. Les ressources impactent les deux. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on essaye d'avancer. Alors, aujourd'hui, pourquoi on est en train de vous parler pourquoi on a organisé ce webinaire? En fait, on se rend compte que à la fois la mode et l'accélération de la fast fashion pousse à une production toujours plus importante de vêtements, et que c'est un phénomène qui est en forte croissance, puisque la production de vêtements a quasiment doublé entre le début des années 2000 et aujourd'hui, avec quelque chose comme 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année. Or, l'industrie textile, c'est quand même une industrie qui est fortement polluante et qui a un impact environnemental assez fort. Elle consomme de l'eau, vous le voyez, elle requiert des pesticides, elle est responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, on a commencé à évoquer ce sujet des impacts de la filière en février dernier, dans le cadre d'un premier webinaire qui portait sur le secteur textile, sur l'industrie textile et son empreinte carbone. Donc, comment réduire l'impact carbone de cette industrie. En plus, l'industrie textile induit énormément de déchets, que ce soit pendant la fabrication, et là on peut parler de la teinture, des traitements divers, etc., mais aussi l'utilisation, le lavage des vêtements et en fibres synthétiques, et les émissions la libération de microparticules plastiques que ça génère sont extrêmement importants. L'équivalent qui est donné là, qui est issu d'une infographie de l'ADEME, que je vous invite à aller consulter, qui donne à la fois positionne les problématiques et qui donne des solutions à l'échelle personnelle pour travailler sur ces sujets, donne de l'ordre de 50 milliards de bouteilles plastiques. 50 milliards de bouteilles plastiques, c'est comme si chacun d'entre nous, tous les 2 mois à peu près, on allait jeter une bouteille de plastique à la mer, ce qui ne nous viendrait pas à l'idée, mais ça se passe en silence derrière nous. Donc l'idée aujourd'hui, après cette session qu'on avait fait sur les impacts carbone, c'est de donner, au travers de témoignages d'actrices de la filière, alors elles devaient être 4, et puis on a eu un petit souci ce matin avec notre dernière intervenante, Sakina Amsa, qui ne sera pas là, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. L'idée, c'est de voir en quoi l'économie circulaire peut aider à adresser ces sujets, réduire les impacts environnementaux ou sociétaux, et puis répondre malgré tout à des questions qui sont au cœur du métier des entreprises, des questions d'approvisionnement, de modèle économique, de positionnement des offres, etc. Alors, pour vous donner un bref
une brève introduction sur le sujet de l'économie circulaire. Il y a différents cadres, différents modèles, mais je vous propose de passer brièvement le modèle de l'ADEME en revue. Donc le modèle de l'ADEME, il se base sur, vous le savez sans doute, sur 3 domaines et 7 piliers alors ces 3 domaines, c'est évidemment l'offre des acteurs économiques, c'est ce que les industriels et les metteurs sur le marché vont faire. Il y a un volet ou un domaine qui porte sur la demande, le comportement des consommateurs et des clients. Et puis enfin, un 3e domaine qui porte sur la fin de vie des produits, notamment la gestion des déchets. Et donc, ces 3 domaines, l'ADEME le décompose en 7 piliers que vous pouvez voir là, qui vont depuis l'extraction, l'éco-conception, donc les synergies industrielles éventuelles entre acteurs, les changements de modèle économique à travers l'économie de la fonctionnalité. Et puis quand on passe sur le domaine de la consommation, la consommation responsable, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je souhaite acheter, et puis l'allongement de la durée d'usage à travers des problèmes, des techniques comme la réparation, les produits de seconde main dont on va beaucoup parler, le réemploi, la réutilisation des produits. Et enfin, en tout bout de chaîne, quand tout le reste a été épuisé, on commence à parler de recyclage et de valorisation des déchets en matière première. C'est quand même un sujet qui est, je dirais, d'actualité et important en termes d'enjeux réglementaires, puisque vous avez deux textes qui sont sortis récemment. Le premier, et c'est un texte au niveau français, qui est la loi AGEC. Vous envoyez une petite infographie, une synthèse que j'ai empruntée à l'Institut national de l'économie circulaire, qui a publié un petit récapitulatif, un petit livre blanc sur le sujet qui est très intéressant. Et donc cette loi AGEC, elle parle d'obligation d'information des producteurs vers les consommateurs. Elle parle surtout, on a beaucoup entendu parler, de l'interdiction de destruction des invendus, de l'incitation à reprendre ou à faire reprendre sans frais les textiles usagés, à l'extension de la filière la filière REP, donc de la filière qui gère la fin de vie des produits, à de nouveaux produits textiles. Et puis plus récemment, parce que le texte a été publié il y a quelques jours à peine, la semaine dernière, au niveau européen, le Green Deal, qui est un projet qui est porté par la Commission européenne et dont l'objectif c'est d'accélérer la transition vers une économie plus respectueuse du climat, plus respectueuse de l'environnement, et aussi, il faut bien le dire, d'un point de vue stratégique, plus économe en ressources, parce que sur de nombreux volets industriels, sur de nombreux pans industriels, l'Europe est très très loin de l'indépendance en termes d'approvisionnement et de matières premières. Et donc l'objectif de ce Green Deal, c'est de définir, de préfigurer un cadre législatif et de proposer aussi des mécanismes de soutien à l'innovation pour accompagner ce mouvement. Et le secteur textile a été identifié comme une des chaînes de valeur prioritaires par la Commission dans la stratégie industrielle pour cette transition vers une économie plus circulaire. Et donc, un texte a été publié qui s'appelle « La stratégie de l'Union européenne pour des textiles durables et circulaires ». Il a été publié le 30 mars dernier et il prévoit notamment des exigences plus contraignantes en matière d'éco-conception des produits pour accroître la performance des textiles en termes de durabilité, de réutilisabilité, de réparabilité, de recyclabilité de la fibre vers la fibre, de teneur obligatoire qui vont arriver en termes de fibres recyclées, la minimisation de la présence de substances préoccupantes, etc., etc. Mais ça comporte aussi un volet au niveau européen, cette fois-ci, sur l'arrêt de la destruction des invendus, la lutte contre les microparticules plastiques, la traçabilité et l'information des consommateurs, l'extension des filières REP, etc. Et dans ce texte, la fast fashion, c'est clairement identifié comme un phénomène à combattre, et sur lequel il faut que les acteurs de la filière, dont il faut que les acteurs de la filière s'emparent et puissent y travailler. Donc voilà pour cette
brève introduction sur le sujet. Donc, nous accueillons aussi, et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui donc 3 intervenantes de ce secteur. Donc, Eliane Di Natali, qui est ancienne directrice communication de la marque La Compagnie des Petits. Elle est aujourd'hui consultante RSE spécialisée en mode responsable. Eliane est auteure du livre blanc La transition écologique de la filière mode en région sud, qui est un livre blanc, un pavé d'une grosse centaine de pages, qui est téléchargeable sur le site d'Eliane, et qui est un peu un tour d'horizon alors régional, mais on verra que les exemples sont assez intéressants, un tour d'horizon de ce qu'on peut faire. Sakina Amsa devait parler, mais ne sera finalement pas là. Ensuite, on passera la parole à Emmanuelle Germani, qui est directrice des ressources humaines, DSI et directrice RSE de Caporal, marque bien connue. Et Emmanuel nous parlera des initiatives, des expérimentations de Caporal sur le sujet du recyclage, de la seconde main, d'éco-conception, etc. Et plus généralement du positionnement RSE de Caporal. Et enfin, on accueille Louane Lamer, qui est responsable de mission technique textile pour Emmaüs France, et qui partagera avec nous la vision, les enjeux, les difficultés d'un des acteurs majeurs en France du réemploi et du recyclage sur ce volet textile. Voilà. Eliane, je te passe la main. Oui, me voilà. Vous m'entendez? Tout à fait. Parfait. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci tout d'abord à Ecodev donc, de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, comme Yves vous l'a annoncé, je vais tout d'abord vous dire quelques mots sur ce livre blanc que j'ai rédigé et que vous voyez donc sur votre écran, sur la transition écologique de la filière mode en région sud, où vous pourrez y trouver d'ailleurs donc plus en détail des solutions d'économie circulaire. Alors, il est le fruit d'un travail de presque une année, réalisé en 2021, donc soutenu par la région Sud et dans le cadre d'une demande de FASC qui effectivement m'a fait une demande l'an dernier et qui est destinée à faciliter la transition écologique et sociale en priorité des acteurs du textile, les marques, les enseignes, les créateurs, et ce, quel que soit leur niveau de maturité sur le sujet. Donc, c'est en sensibilisant à son échelle tout ce qui concerne la démarche d'éco-conception aux enjeux de la filière aussi, en préambule. Et puis, à chaque étape de la vie du produit, montrer qu'il existe donc de nombreuses solutions d'économie circulaire et particulièrement d'éco-conception. Je l'ai conçu comme une boîte à outils, en fait, de solutions. 132 pages, effectivement, c'est assez riche pour un livre blanc, donc plein de conseils, de ressources, de bonnes pratiques régionales en priorité, mais aussi d'ailleurs, et qui ont été rédigés à partir donc de questionnaires, une cinquantaine d'interviews et d'animations d'ateliers sur le sujet. Voilà, et donc il est téléchargeable gratuitement sur mon site dncom.com. Donc voilà, à la lumière de mon expérience de 12 ans dans le textile et de mon engagement RSE depuis 2015 maintenant, et donc de ce gros travail documentaire que j'ai pu faire à l'occasion de ce livre blanc, petit tour d'horizon très bref, en essayant de l'axer évidemment sur les solutions du modèle circulaire. Mais avant cela, quelques petits constats généraux. Je voulais vous dire que, en fait, le textile, bien qu'il soit une des filières les plus fragmentées et mondialisées, il y a une vraie prise de conscience, en fait, et croissante des enjeux de cette industrie sur les impacts aussi sur toute la chaîne de valeur par les acteurs de cette industrie, que ce soit des acteurs privés, publics ou de la société civile. Et ils sont plus ou moins mobilisés justement sur ces enjeux et ces questions d'économie circulaire. Autre constat, c'est que la RSE progresse vite dans la filière, surtout en France. J'en veux pour preuve qu'il y a donc depuis peu sur le marché en France un nouveau label du secteur de la confection qui est sorti fin mars, porté par le GFF, le groupement des fabricants français.
et que l'enjeu de transparence et de traçabilité y est très fort, en fait, sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont fleuri ces 3 dernières années en faveur d'une mode durable et circulaire, avec plus ou moins de maturité, selon qu'on se positionne sur des marques digitales natives ou des groupes de luxe, des grandes enseignes bien engagées déjà dans la RSE ou des marques de taille moyenne. Je voulais mentionner aussi, pour terminer sur ce point, 3 acteurs structurants aussi. Il y en a pléthore, bien sûr, mais on n'a pas le temps de les évoquer ici. 3 acteurs structurants dans la circularité, en fait, de la filière. En Europe, pour compléter ce qu'a dit Yves tout à l'heure, il y a le Policy Hub, qui est un collectif de 300 acteurs à peu près internationaux du textile engagés dans l'économie circulaire. Il y a la Fondation Ellen MacArthur aussi, qui est une association britannique influente qui milite pour un textile circulaire. Et puis en France, l'éco-organisme agréé pour les textiles, linge de maison et chaussures, qui s'appelle donc Refashion, voilà, qui existe depuis 2008. Donc il y en a plein d'autres, mais je vous invite à aller voir mon livre blanc pour découvrir peut-être d'autres acteurs. Alors les domaines d'action circulaire pour les professionnels du luxe. Il y a en fait, comme l'a dit Yves, 7 champs du modèle circulaire qui offrent un large choix de solutions résilientes. Mais tout d'abord, je voulais juste vous préciser, dans l'économie circulaire, il y a 2 grands principes en fait qui régentent et qui dirigent l'économie circulaire. Le premier, c'est l'allongement des cycles d'utilisation du produit. Et le deuxième, c'est de réduire en fait la production de déchets en tentant de transformer, donc de recycler ces déchets textiles en nouvelles fibres, voire en nouveaux produits. Donc pour l'entreprise textile, ces principes conduisent à agir sur 2 axes. Revisiter son offre textile et même évoluer donc vers de nouveaux modèles d'affaires, comme la seconde main ou la location de vêtements qu'on verra tout à l'heure. Alors, quelques exemples de domaines d'action et de bonnes pratiques par rapport donc aux 7 champs qui ont été présentés tout à l'heure. Si cela est assez complexe, parce qu'effectivement, ça l'est sur le terrain de façon concrète, surtout pour les marques qui sont déjà établies, qui doivent vraiment changer leur manière de travailler, de créer, de produire, de distribuer leur textile. C'est un vrai changement de paradigme aujourd'hui. C'est quand même un large choix de solutions qui s'offrent à l'entreprise textile, de solutions résilientes et opérationnelles pour accélérer leur transformation circulaire. Alors, volontairement, dans les exemples que je vais citer, je n'ai absolument pas intégré donc, les témoins qui sont présents ici, puisqu'elles vont elles-mêmes se présenter et présenter leurs solutions. Alors, le premier, c'est l'extraction, l'exploitation et l'achat durable. Donc là, de quoi parle-t-on? On parle, dans le domaine du textile, de sourcing matière. C'est le point clé, avec un double enjeu de durabilité et de proximité. Donc il s'agira de prioriser des matières alternatives responsables, telles que les matières recyclées, comme le polyester recyclé ou le coton recyclé. J'ai mis un petit logo noir, de couleur au milieu, qui est Catova, qui est spécialiste de la confection du vêtement professionnel à Marseille et qui utilise depuis quelques années pour leur gamme de t-shirts cette maille piquée qui est recyclée, issue de bouteilles plastiques usagées recyclées, qu'on appelle le PET recyclé. Donc un autre choix optionnel aussi d'alternatives, les matières naturelles bio, recyclables ou biodégradables, comme le lin bio, qui est une matière magique aujourd'hui, puisque c'est une des plus écologiques du marché et de surcroît qui est locale, puisqu'elle est principalement produite en France, dans le nord de la France, donc très en vogue. Les filières de lin d'ailleurs, et aussi de chanvre et de laine, sont en cours de réindustrialisation en France. Il y a aussi le lyocell, donc ce sont des fibres cellulosiques artificielles, ou la fibre de bambou aussi, qui sont intéressantes.
ou encore, mais qui est au stade de la R&D, des fibres innovantes biodégradables, par exemple à base d'algues ou de champignons, des matières issues du recyclage de déchets agricoles, comme les cultures de bananes par exemple ou d'ananas. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui représente un poids important dans la stratégie d'achat durable. Donc il s'agit en fait plus globalement d'appliquer une stratégie d'approvisionnement durable tendant vers le zéro déchet pour une production plus éco-efficiente, c'est-à-dire faire mieux avec moins de neuf, plus respectueuse de l'environnement et de l'humain, et la plus locale possible. D'ailleurs, dans notre conjoncture, le Made in France ou Made in Europe est devenu de facto un enjeu prioritaire national. Alors, je voulais mettre donc l'exemple de 1083, qui est une marque emblématique française de jeans, que je pense tout le monde connaît, qui est un porte-drapeau de la relocalisation de la filière textile aussi en France. Et elle incarne donc depuis 2013 une vision de la mode durable et du Made in France. 7 des 8 étapes nécessaires à la fabrication de ces jeans sont en France, le coton étant cultivé à l'étranger. La relocalisation et le mode circulaire sont au cœur de ces projets, notamment avec le projet Mon Coton, qui est un projet d'industrialisation de la filière du coton recyclé, qui est en cours, et l'Impossible, sur la filière lin. Et puis un projet qui s'appelle le Jean Infini aussi, qui est un jean en matière recyclée, 100% recyclable et consigné. Donc ça, c'est complètement innovant. Et il a réussi à recréer de surcroît 250 emplois en France aujourd'hui. Un autre exemple, alors plus local, plus au sud, vers chez nous, des bustes et des mannequins aussi éco-responsables, on n'y pense pas toujours, et qui sont fabriqués dans le sud par une entreprise provençale. Numéro 2 du mannequin en France, c'est la Bonne Accroche, qui sont très engagés pour répondre aux exigences de ses clients, qui sont des grandes maisons de luxe ou des écoles de couture. Elle a obtenu le label EPV, entreprise pour le patrimoine vivant, qui est un label d'excellence l'année dernière. Des actions circulaires intéressantes qui ont été mises en œuvre, des mannequins modulaires par exemple, qui sont donc plus durables avec 8 positions différentes. Le réemploi des déchets de mousse résiduelle dans la fabrication des moules aussi et la location de mannequins usagés pour l'événementiel. Donc, qui rallonge les cycles d'usage de ces mannequins. Et puis, là, par contre, c'est en R&D, une fibre aussi, une recherche sur la fibre de chanvre en remplacement de la fibre de verre qui constitue notamment la matière première principale des bustes. Et des trépieds aussi qui sont fabriqués à partir de rails de chemin de fer fondus. Voilà, donc c'est un bel exemple d'économie circulaire. Alors, il y a aussi un autre exemple de contribution à la relocalisation de la filière qui est FASC, donc ce réseau dont je parlais tout à l'heure et qui a créé une école de production pour des jeunes de 15-18 ans au métier de la confection à Marseille. Donc voilà pour la partie achat durable. L'éco-conception. Alors l'éco-conception, quand on sait que 80% des impacts se décident à ce niveau, cette démarche d'éco-conception est cruciale pour réduire son empreinte environnementale. C'est en effet une démarche globale qui vise à concevoir un produit de manière à atténuer son impact environnemental sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc c'est certainement plus vertueux que la filière du recyclage, car le meilleur déchet, on sait, est celui qu'on ne produit pas. Donc là, le point important, c'est d'intégrer dès la conception, donc, pour les entreprises de mode, une meilleure qualité, la réparabilité et la recyclabilité en fait, du produit et de son emballage sur l'ensemble de son cycle de vie, et des collections centrées sur le besoin client. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça nécessite de former aussi l'ensemble des équipes à l'éco-conception et puis d'avoir des outils qui existent sur le marché, dont un qui est principalement, enfin qui est normalisé, qui est référent, qui est, vous connaissez en fait l'analyse du cycle de vie, l'ACV. Alors à titre d'exemple, pour l'éco-conception, je voulais vous parler de Picture Organic Clothing, qui est une marque française, aujourd'hui reconnue dans le domaine des sports de glisse, qui est très engagée depuis 2008. Et en fait, de la conception jusqu'à la fin de vie, la recyclabilité des produits et l'impact carbone de l'ensemble de la chaîne de production est pris en charge, ainsi que leur siège social aussi aux normes environnementales. Donc, tout est pris en compte vraiment de façon globale sur la chaîne de valeur. Leurs pièces
sont ultra techniques. Ils utilisent en fait un tissu biocéramique qui capte et restitue l'énergie qui est émise par le corps. Les traitements déperlants sont garantis sans PFC, remplacés par du téflon écolite. Plus de 90% des articles en coton sont certifiés GOTS ou Organic Content Standard, donc des labels de référence aussi sur le coton. Et ils sont produits par une entreprise familiale turque. Le reste est issu de manufactures indiennes qui travaillent sur du coton recyclé. L'entreprise, elle est labellisée Bicorp depuis 2019. Alors ensuite, Eliane, oui. je me permets de t'interrompre quelques secondes, mais en termes de timing, il faudrait qu'on accélère un peu. J'accélère. Si on pouvait passer un peu plus vite sur les exemples et aller moins en profondeur. Tout à fait. Alors ensuite, sur la partie écologie industrielle et territoriale, donc là, j'ai noté Fashion Green Hub, qui est un collectif de la mode durable et qui représente effectivement un bel exemple de concrétisation et de projets coopératifs entre acteurs économiques, politiques et citoyens sur le territoire nord. L'économie, la fonctionnalité, il s'agit de vendre, donc plutôt que un usage plutôt qu'un produit, avec un design qui sera centré sur l'utilisation et la durabilité accrue du produit. Donc la location du vêtement ici, bien que peu développée en France, c'est prometteuse. Voilà, elle permettrait d'augmenter l'expérience client et d'assurer une rentabilité du modèle. Je vous cite là l'exemple des cachotières. Je vais vous mettre peut-être le lien dans le chat sur un article qui décrit bien le modèle. La consommation responsable, donc face au gaspillage vestimentaire, il est essentiel pour les entreprises aussi de mieux informer le citoyen pour faire des choix éclairés et d'encourager le comportement de citoyens collecteurs. Donc des startups comme Clear Fashion ou Vigie aident ces marques en fait à fournir pas mal de données d'opérabilité et de traçabilité aux clients et du coup les aident à valoriser ces datas. L'ONG Fashion Revolution, bien qu'elle soit focalisée sur le volet social, elle coopère aussi avec les marques et elle contribue à sensibiliser le grand public sur quelques sujets environnementaux. Et puis enfin, pour allonger la durée d'usage et de favoriser la recyclabilité des produits, des solutions de valorisation se développent, mais elles ont besoin d'être améliorées. L'upcycling, qui est en plein vogue, donc qui permet de récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage et de les transformer en matériaux ou produits de qualité supérieure. À partir, par exemple, de chutes de l'industrie textile. La réparation, donc je cite Patagonia, qui est une marque d'outdoor bien connue, pionnière de la mode durable, qui encourage ses clients à la réparation de vêtements à travers des ateliers, des tutoriels, etc. Il y a Veja aussi qui a ouvert un tiers-lieu à Bordeaux, Darwin, un espace qui est dédié à la réparation et au recyclage des baskets. Le réemploi, alors avec la seconde main, c'est un marché en plein essor qui est dopé par le succès des plateformes aussi comme Vinted, avec une augmentation des dons, mais aussi donc une augmentation de la mise sur le marché dans les friperies. Le marché mondial est estimé à croître entre 15 et 20% dans les 5 années à venir. Et en 2028, ce marché devrait dépasser celui de la fast fashion. Voilà, donc c'est des chiffres assez vertigineux, mais qui pourraient se tarir, selon les experts, sous l'effet double des lois et du tarissement des invendus. Et enfin, le recyclage, donc là, cette filière est à reconstruire. Elle est en cours d'ailleurs de structuration en France. Il faut savoir que 1% seulement des textiles recyclés en vêtements dans le monde. Donc malheureusement, cette filière est un peu déficitaire, y compris en France. Et ce retard lié à des freins structurels, insuffisance de technologie et financière, manque d'opérateurs aussi du recyclage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions industrielles innovantes en synergie également avec d'autres filières comme le bâtiment, l'automobile qui sont en test. Voilà, pour terminer rapidement, donc le temps, les facteurs de succès en 4 points. Le temps, bien que le modèle se multiplie, il est encore à ses débuts parce que complexe à mettre en œuvre sur certains sujets. Et puis, ça nécessite effectivement des profonds changements donc du temps. C'est une démarche donc de pas à pas. Et il faut du coup être en capacité de s'engager maintenant, car les solutions existent et chacun donc est invité à définir sa stratégie et à tester. La notion de coopération aussi, prérequis pour un changement systémique. Il faut développer son écosystème partenarial au niveau de son territoire. Et puis face à l'explosion du marché de la seconde main, il est important d'anticiper ces évolutions.
on l'a vu tout à l'heure. Et puis, je terminerai par une note enthousiasmante, puisque il y a un nouveau courant aujourd'hui qui est prometteur d'une mode à impact positif sur la planète et sur l'être humain, qui est en train donc de se développer, de naître, la mode régénérative, comprendre qui ne détruit plus mais qui régénère en fait, et qui est inspirée des modèles de l'agriculture paysanne, de la permaculture. Donc c'est encore au stade expérimental, mais l'avenir, peut-être 100% vertueux de cette mode circulaire, ce sera celle-là, demain. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un événement qui est organisé par Fashion Green Day sur ce sujet et qui dure jusqu'à demain. Voilà. Petit clin d'œil. Merci. Désolée d'avoir été un peu longue, mais c'est vrai que c'est un challenge. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Le sujet est vaste et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le futur. Ouais. Donc, merci beaucoup. Tu as parlé d'upcycling. On devait illustrer le sujet avec le témoignage de Sakina. Je vais donc passer la parole à Emmanuel. Emmanuel, vous nous parlez un peu de Caporal, de vos expériences sur le sujet? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Je partage complètement tous ces constats et tous ces enjeux qui sont de premier plan. Et c'est vrai que quand on regarde la picture, Yves, que vous nous avez dressée sur la mode, à un moment donné, on se dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à simplement produire des vêtements et faire de la mode? Voilà, c'est la première idée qui vient, c'est celle-là. Je pense que de toute façon, ce questionnement-là, quand on se lance dans une démarche engagée, c'est la première réaction. La deuxième, c'est de dire, bah oui, on va continuer, mais on va essayer de faire autrement. Alors, la difficulté qu'on a quand on est une marque installée, puisque Caporal, juste quelques mots sur Caporal, on est né en 2004, on est présent à Marseille, c'est une société qui est marseillaise, qui l'est restée. Donc, on fait travailler aussi 500 collaborateurs en France. Donc, ça a aussi un enjeu social, puisqu'on a une centaine de boutiques et on a un siège sur Marseille d'environ 130 collaborateurs. Voilà, donc cette société, toute la difficulté, c'est de la faire évoluer, puisqu'évidemment, elle n'est pas née, contrairement à d'autres marques, on citait 1083, qui est née là-dedans, donc qui a pu quelque part mettre tous ces process en fait de cette façon-là, c'est-à-dire en regardant nativement l'éco-responsabilité et comment s'insérer dans une transition environnementale. Quand vous avez tout qui est installé et qu'il faut tout revoir, ben évidemment, c'est très compliqué. Voilà. Donc, on a commencé par faire... alors, on n'a pas commencé par ça. On a commencé par faire un travail je dirais, de prise de conscience. Il y a une prise de conscience. On a commencé par faire un travail en ordre dispersé. C'est-à-dire qu'on a commencé, sous mon impulsion, donc en tant que DRH, plutôt sur le volet social en démarrage, de dire, bah voilà, on est quand même conscient de nos impacts. Donc, on va faire des actions qui nous paraissent utiles, qui nous paraissent nécessaires. Donc, elles ont concerné tout d'abord le domaine de l'inclusion et de la diversité, parce que dans la RSE, il y a aussi, bien sûr, le S de social et sociétal. Voilà, donc au travers d'accompagnement, de mécénat de compétences auprès d'associations diverses. On a contribué à une boutique école pour des publics qui étaient en difficulté et qu'on a fait venir à la vente dans le secteur de l'éducation avec une formation qui s'appelle Télémac, avec des dispositifs comme Chance Emploi. Bref, toute une série de dispositifs sur Marseille. On est aussi dans les quartiers nord, c'est pas anodin. Et donc, on a développé ce volet social. Et puis, rapidement est arrivé le volet environnemental, parce que comme tout le monde, on allume sa télé, on regarde Internet, et qu'on se dit à un moment donné, on ne peut pas regarder le monde changer, ne pas changer. Donc, on a commencé avec des expérimentations. Et avec ces expérimentations, alors voilà, qui étaient un petit peu ponctuelles au départ, rapidement, on s'est dit qu'il fallait structurer notre démarche et puis agir de plus en plus vite parce que l'urgence, le GIEC le dit très bien, l'urgence est là. On n'a pas 30 ans ou 40 ans pour changer. On a, grosso modo, on a 10 ans pour changer et ces 10 ans, c'est si on y va très vite.
Donc, la première chose qu'on s'est dite, c'est on va poser une raison d'être. Alors, ça peut paraître un peu marketing de faire une raison d'être. Nous, on a dit habiller les générations qui veulent changer le monde. Donc, ça nous oblige, c'est un postulat qui est assez haut, mais quelque part, ça nous oblige à nous donner une vision et à nous donner un cap. Et derrière ça, on a posé des engagements. Donc, on a posé 5 engagements que je vous ai présentés ici et qui drivent en fait notre politique RSE. Donc, dans ces 5 engagements, vous avez tout d'abord mettre la RSE au cœur de notre stratégie, partager notre vision avec nos parties prenantes. Alors, ça a l'air de rien, hein, mais en fait, derrière ces engagements, il y a des plans d'action. Et en fait, vous allez voir que ces plans d'action, ils vont concerner toute l'entreprise. Même si en réalité, on sait que l'essentiel de notre impact, il vient du produit, hein, ça a très bien été expliqué précédemment. On sait que c'est la manière dont on extrait, fabrique le produit qui va, en tout cas si on regarde les différents enjeux, la stratégie climat, enfin les enjeux climat, les enjeux biodiversité, les enjeux pollution, on va avoir beaucoup de choses autour du produit. Mais on s'est dit, au-delà de faire changer ça, hein, qui est important, c'est aussi de se dire il faut qu'on embarque toute l'entreprise. Parce que nos collaborateurs, quelque part, c'est aussi leur mindset qui doit bouger. Et donc, dans les parties prenantes, il y a effectivement nos collaborateurs, il y a les fournisseurs, il y a les clients. Donc, quand on dit on met la RSE au cœur de notre stratégie, ça veut dire déjà qu'on l'affiche. On a signé le Global Compact avec les ODD de l'ONU, hein, les objectifs de développement durable. Là aussi, c'est pour se donner un target et c'est toujours pareil, hein, si on n'a pas de cible, même si elle est très ambitieuse, hein, cette cible, j'allais dire au contraire, ça nous permet de cranter des pas derrière. Voilà. Avec nos parties prenantes, nos collaborateurs, on fait plein de choses. Vous voyez, des exemples concrets. Alors, il y a des objectifs, évidemment, qui se cumulent. Si je prends l'objectif numéro 1, partager notre vision avec nos parties prenantes, c'est aussi construire avec nos collaborateurs une entreprise responsable, l'engagement numéro 4. Donc, on travaille aussi à l'interne pour sensibiliser, parce que derrière, si on veut faire bouger toute une organisation, bien sûr, il faut que nos collaborateurs soient partie prenante. Alors, vous voyez là, on va faire une fresque du climat cette année avec l'ensemble des collaborateurs de notre siège. On commence par le siège, c'est déjà pas mal. C'est quand même 120 personnes qui vont faire cette fresque. Quand vous faites une fresque du climat, vous sortez de là et vous vous dites « Waouh, je peux plus ne rien faire ». Et en fait, on travaille aussi là-dessus. Alors, du coup, je vous parle à la fois du 1 et du 4. On travaille aussi là-dessus parce qu'on se dit, notre collaborateur, OK, on va lui parler de ce qu'il fait sur son lieu de travail, mais c'est aussi un citoyen, c'est aussi un parent, c'est aussi… voilà, et il va embarquer ça chez lui. Et de toute façon, ce qu'il a chez lui, c'est aussi ce qu'il va ramener à la maison. Et là, je vous parle aussi du point 4. Si vous regardez sur la droite, on a parlé des ambassadeurs qu'Apecolo est impliqué. Mais en fait, on s'est rendu compte, en avançant dans notre politique, en sensibilisant et en faisant des actions, qu'on avait certains de nos collaborateurs qui étaient très touchés, impactés par ce qu'on faisait. Et ils sont venus nous voir, ils sont venus me voir, moi, la DRH, en me disant, mais nous, ça nous parle, on est des citoyens dans notre vie, on fait des choses et on a envie de contribuer. Donc, on leur a laissé du temps sur le temps de travail pour nous proposer des actions. Elles ont mis des choses en place très concrètes. Donc, on a 2 groupes sur le siège. Ils se sont auto-appelés les Cap Écolo. Et sur le réseau de magasins, qui est un groupe un petit peu plus récent puisqu'il est né l'an dernier, ce sont les impliqués. Alors, les impliqués sur le réseau de magasins, ils se sont donnés pour mission de diffuser la bonne parole dans l'ensemble des magasins. Vous imaginez, 100 magasins sur la France entière, c'est compliqué. Les Cap Écolo, eux, ils sont sur le siège et ils mettent des actions. Alors, ça va tourner beaucoup, par exemple, autour des éco-gestes. Chez nous, vous ne trouverez plus de bouteilles plastiques, vous ne trouverez plus de gobelets en plastique dans nos distributeurs. Ils nous ont fait tout changer. Ils viennent nous chercher, ils viennent nous challenger. Sous leur impulsion également, on a mis en place le tri sélectif avec une société qui s'appelle Lemon Tree. Voilà, ça peut paraître anecdotique, mais voyez, tout ça, ça crante aussi des changements dans les mentalités et des grands changements passent aussi par ces petits changements, par cette culture qui doit bouger. Parce que derrière, ce qu'on doit bouger, c'est juste énorme. J'en viens justement au point numéro 2 et au point numéro 3, qui sont de proposer des produits à faible impact environnemental. En 2016-2017, on avait 0 produit éco-responsable dans nos collections. Ce n'était pas encore à l'ordre du jour, on y réfléchissait, mais on n'avait pas passé le pas. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de notre offre.
Alors, vous allez dire, c'est encore 60% de notre offre qui est traditionnelle, mais les quantités de produits que nous avons, nous, Caporal, on reste une ETI, une entreprise à taille moyenne, hein, on n'est pas un grand groupe, on n'est pas non plus une PME, mais voilà, on a quand même des quantités importantes et pour faire switcher tout ça, c'est évidemment compliqué. Alors, quand on dit des produits à faible impact environnemental, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille sur les teintures pour qu'elles utilisent moins d'eau. On a aujourd'hui des teintures indigo qui utilisent 70% de moins d'eau. On va travailler sur les accessoires qui sont galvanisés de manière différente. Et là aussi, on économise entre 90% d'eau et d'électricité. Et plus majoritairement, évidemment, on va travailler sur les matières. Donc, avec du coton bio, du coton recyclé, du polyester recyclé. On s'intéresse aussi aux nouvelles matières, on les a citées, hein, le lin, le chanvre, etc. Donc là, c'est plus expérimental, mais on est en train d'y arriver petit à petit. Donc, l'objectif, c'est évidemment de monter la quantité de produits éco-responsables. De manière plus générale, dans notre modèle, on est en train de réfléchir à comment on fait pour avoir moins de produits. Alors, ça peut paraître paradoxal, puisque toute société elle a envie de grandir, et nous aussi, hein, c'est vraiment notre objectif. L'idée, c'est de dire, peut-être qu'on peut faire un peu différemment, peut-être qu'on peut avoir des produits plus permanents. Alors, on n'est pas fast fashion, nous, on a une marque, et voilà. Mais en tout cas, on se dit que peut-être que de proposer énormément de produits, qui fait qu'on fabrique beaucoup de produits, on va être un peu mieux à l'écoute aussi de nos clients. On va resserrer un peu notre offre. Alors, il va falloir que nos clients aussi nous suivent, hein, parce que, évidemment, on peut dire que ce sont les professionnels qui doivent faire, mais c'est derrière le consommateur. Si vous dites, moi, j'exige d'avoir des fabricants et des marques qui sont éco-responsables, il faut bien sûr que le consommateur accepte d'être lui-même éco-responsable. Si vous voulez acheter en France, par exemple, il faut vous dire qu'à un moment donné, oui, vous n'allez pas payer le même prix parce que ça n'a pas la même valeur. Donc, c'est aussi revenir à la valeur du produit. Donc là, on est dans un travail de valorisation de nos produits, qu'ils soient à plus forte valeur ajoutée. Et dans cette valeur, il y a bien une valeur de produits éco-responsables, de meilleures matières, de processus plus écologiques. Mais évidemment, ça a un coût. Alors, est-ce que nos consommateurs vont suivre? C'est tout l'enjeu, bien sûr, à nous aussi d'expliquer ce qu'on fait. Et on se dit que si on l'explique bien, eh bien ça va pouvoir fonctionner. Là, vous voyez bien aussi l'impact d'embarquer nos collaborateurs, puisque dans nos magasins, si on leur explique pas bien ce qu'on fait, eh bien, ils ne vont pas bien pouvoir l'expliquer au client final. Voilà, donc je parlerai après du Caporal Impact Recycling, qui est un projet plus spécifique sur la fin de vie du produit, justement, dont on a parlé tout à l'heure. On travaille aussi, pour vous dire qu'on travaille vraiment à 360 sur une chaîne d'approvisionnement et de distribution responsable. L'APRO, c'est quoi? C'est aussi travailler avec nos fournisseurs. Donc, on a mis en place cette année des audits sociaux. On va en 2021, on a commencé un petit peu en 2020. C'est vrai que 2020-2021, on a quand même été très bloqué par le Covid. Je vous avoue que ça a été une période un peu compliquée. Mais on a néanmoins quand même lancé des audits l'an dernier qu'on va poursuivre cette année. L'idée, à terme, c'est d'avoir audité, on va dire, 90% de nos fournisseurs. En fait, c'est 90% de notre production qui doit être vraiment auditée, avec dans un premier temps des audits sociaux et très rapidement des audits environnementaux derrière, parce que de toute façon, on voit bien que c'est lié. Dans la distribution aussi, il y a la notion de nos points de vente. Nos points de vente, on travaille à ce qu'ils soient plus éco-responsables. Par exemple, sur les flux d'électricité, sur des tas de choses, sur les matériels, sur les mobiliers qu'on peut utiliser. Voilà, donc déjà dans tous nos nouveaux magasins, ce sont des choses qui ont évolué. Et là, l'idée, c'est aussi de voir petit à petit dans notre parc de magasins comment on fait pour quand on change, utiliser, alors ça va sur de la peinture éco-responsable, sur des choses vraiment très pratico-pratiques. Et bien sûr aussi la notion des éco-gestes qu'on retrouve à notre siège. Voilà. Okay. Peut-être passer rapidement un mot, Emmanuel, sur justement Caporal Impact Recycling, avant qu'on passe, parce que je vois qu'il commence à arriver des questions. D'accord. Alors, le Caporal Impact Recycling, c'était un point sur lequel on voulait insister. Alors, là, on voit effectivement une photo de Louis-Gabriel Nucci, qui est lauréat du fonds de dotation de la Maison Mode Méditerranée. Il produit pour nous des collections upcyclées. Le principe est simple, c'est une expérimentation qu'on a faite et qu'on est en train de développer dans les magasins
2 fois par an, nos clients ramènent leur toile de jean, c'est-à-dire leur vieux jean usagé, qu'il soit caporal ou non. On récupère toute cette toile de jean. On travaille avec un atelier marseillais qui s'appelle Très Atypique, qui intervient aussi dans le cadre de l'insertion, qui récupère cette toile et qui, avec une jeune création qui change toutes les années, donc là en l'occurrence c'est Louis Gabriel Nucci, et qui va upcycler le produit, c'est-à-dire refaire de nouveaux produits. Vous voyez, ce qu'il porte, c'était peut-être un vieux jean Caporal ou G-Star ou je ne sais quoi, pour refaire ces produits-là. Alors, sur les 40 tonnes en 6 ans qu'on a pu récupérer de jeans, 20% à peu près a été upcyclé, 80% recyclé. On travaille avec le relais qui recycle toute cette matière et qui en fait de l'isolant. Donc, vous voyez, des expérimentations comme ça, elles ont vocation aussi demain à évoluer. Je passe vite sur la suite parce qu'on n'a plus le temps, mais en tout cas, cette phrase-là, pour nous, elle nous parle beaucoup. C'est arrêter de parler et de s'y mettre. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Voilà, donc on a mis des plans d'action dans l'ensemble de nos directions. On n'est que sur le chemin, on est conscient de la marche immense qui nous reste encore à passer, mais en tout cas, c'est une volonté forte de continuer et on s'y emploie. Merci beaucoup, Emmanuelle. Louana, sans transition. Oui, très bien, merci. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louana, je suis responsable textile chez Emmaüs France, ce qui consiste à accompagner tous les groupes du mouvement Emmaüs sur leurs problématiques et enjeux textiles. Donc pour commencer par vous présenter un petit peu le mouvement Emmaüs, qui est une grande nébuleuse. On connaît en général de nom, mais on connaît assez peu l'organisation interne. Donc Emmaüs France, c'est la tête de réseau d'une fédération de 300 groupes Emmaüs qui sont répartis sur tout le territoire national. Vous avez une carte à gauche. Et notre organisation se fait en 3 branches. Donc on a 120 groupes qui sont des communautés Emmaüs, qui font partie de la branche communautaire, qui sont donc les communautés des lieux de vie et d'accueil de personnes qui sont en situation de précarité, qui vont être nourries, logées sur la communauté en échange d'une participation à la vie communautaire. Donc une des participations et donc activités qu'on connaît en général du mouvement Emmaüs, c'est toute cette activité de récupération où on va collecter des dons, les trier et les remettre en vente. La deuxième branche du mouvement Emmaüs, c'est celle des actions sociales et du logement. Un des groupes qui est assez connu, qui fait partie de cette branche, c'est la Fondation Abbé Pierre. Donc c'est tout un travail sur l'hébergement, l'accueil de jour, des actions de solidarité envers des publics précaires qui ne sont pas accueillis au sein des communautés, comme par exemple les SDF. Et la troisième branche, c'est celle de l'économie solidaire et de l'insertion, qui là est composée de groupes de bénévoles qui vont aussi avoir une activité de récupération comme sur les communautés que je vous présentais à l'instant, mais qui vont reverser leur chiffre d'affaires à des actions solidaires. Et l'insertion, c'est l'idée pour des personnes éloignées de l'emploi, de les insérer vers un parcours professionnel plus stable qui leur correspond. Donc là, on va avoir des ateliers, chantiers et entreprises d'insertion au sein de cette branche. Donc il y a une grande diversité de groupes Emmaüs qui sont membres de ces 3 branches-là, mais on se rejoint tous sur des principes fondamentaux qui sont l'accueil inconditionnel. Il n'y a pas de sélection quand on veut intégrer le mouvement Emmaüs, quelle que soit son histoire, son parcours de vie, ses capacités, on peut être accueilli. La reconnaissance et la capacité d'agir de chacun à son échelle, d'avoir une action au nom de la solidarité, une activité au cœur de la transition écologique, et donc l'activité de récupération dont je vous parlais, le réemploi, le recyclage en fait complètement partie, et la sensibilisation de l'opinion, oui, par l'action. Donc là, on ne parle pas forcément d'action coup de poing, mais voilà, au quotidien, le fait d'être dans les activités que j'ai citées, c'est aussi une action qui est visible et qui est source de sensibilisation. Donc pour vous présenter un peu plus le sujet qui nous occupe aujourd'hui sur le textile, notre fonctionnement au sein du mouvement en matière de textile, on a les groupes dont je vous parlais, que ce soit les communautés, les groupes de bénévoles qui réceptionnent des dons. C'est une activité historique qui existe depuis 70 ans dans le mouvement Emmaüs, le fait d'accueillir des dons, qui vont en faire un tri simple. Quand vous recevez des vêtements, il y a une minorité en fait qui est un gisement qu'on appelle la crème, qui est de bonne qualité et qui peut être revendue, donc réemployée dans nos espaces de vente. Donc il faut extraire cette crème-là du gisement pour la remettre en vente.
Et donc, le chiffre d'affaires qui est généré par cette activité de vente, il est au service de notre projet social, et donc il va permettre de financer nos actions de solidarité. Comme je l'évoquais, la majorité du textile qui nous arrive ne peut pas être revalorisé dans nos espaces de vente. Donc, on a trouvé d'autres circuits qui se sont créés dans les années 80-90 pour quand même utiliser ce textile-là et le mettre au service d'autres projets sociaux qu'on porte également. Donc, les groupes font don de ce surplus à des plateformes textiles Emmaüs et les relais. J'insiste sur les relais parce que c'est souvent quelque chose qui est assez méconnu. Les relais font partie du mouvement Emmaüs, ils sont partis d'une communauté initialement. Donc aujourd'hui, on a 8 plateformes textiles et 32 relais qui vont donc faire de la collecte des surplus au sein des groupes et de la collecte en conteneurs. Les relais, on les connaît souvent par ces bornes qui sont disposées sur la voirie et qui permettent d'aller déposer ces textiles dont on veut se séparer pas très loin de chez soi. Ces plateformes et relais vont faire un tri qui est plus complexe que dans nos groupes de base. Là, on parle de plusieurs dizaines de catégories, ça va d'une trentaine à parfois plus d'une centaine, dont les grandes catégories vont être soit destinées à la réutilisation, soit au recyclage, soit être du déchet. Mais on essaye vraiment de séparer selon l'exutoire final en catégories les plus fines possibles. Et là où le projet social de ces plateformes et de ces relais intervient, c'est qu'elles emploient principalement des salariés en insertion, donc ce que j'évoquais également, hein, des personnes qui sont accueillies pendant 2 ans, qui sont éloignées de l'emploi, qui vont être insérées progressivement vers un parcours professionnel qui leur correspond, plus pérenne. Et donc aujourd'hui, quand on parle de chiffres, on a 2000 compagnes et compagnons d'Emmaüs qui sont mobilisés sur l'activité textile. Les compagnes et compagnons d'Emmaüs, c'est les personnes qui sont accueillies sur les communautés. Donc, ça représente à peu près un quart qui sont mobilisés sur l'activité textile. C'est assez important pour nous. Cette activité textile-là, elle génère 25 à 30% du chiffre d'affaires dans les groupes. Là, on est dans les moyennes nationales puisque les ressourceries hors Emmaüs parlent souvent de 27%. Sachant qu'on a des groupes qui sont à 100% sur le textile, hein, notamment les plateformes et les relais, on se doute bien qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est bien plus important que ces 25-30%-là. On a 3000 postes de travail sur les plateformes et les relais, dont une partie en insertion, comme je l'évoquais. Et pour vous donner un peu une idée de ce que le mouvement Emmaüs représente au sein de la filière textile nationale, en 2018, je n'ai pas de chiffres plus actuels et ils arriveront bientôt, on collectait 110 000 tonnes de textiles sur le territoire, ce qui représente à peu près 50% du gisement qui est collecté nationalement. Donc Emmaüs Le Relais, on est vraiment un acteur majoritaire sur la filière en termes de collecte et de tri. Et si je rentre un peu plus encore dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'économie circulaire et les impacts sociétaux de la filière, Emmaüs et Le Relais sont donc des acteurs qui gèrent l'aval. Hein. Donc si j'illustre ça par les débouchés vers lesquels on dirige le gisement qu'on collecte, il y a 5%. C'est un chiffre qui surprend souvent parce qu'on s'attend à plus, qui peut être réemployé ou réutilisé en France. Donc, le gisement qui arrive dans nos espaces de vente, et alors là, c'est chez Emmaüs, mais nos chiffres reflètent assez ce qui se passe à l'échelle nationale auprès d'autres acteurs également. On a 5% qui peut être revendu en France. Donc, l'un de nos gros enjeux sur cette part, qui est donc la crème, le gisement de meilleure qualité, aujourd'hui, c'est qu'on voit aussi se multiplier des initiatives d'autres acteurs qui essayent de capter de la crème depuis septembre 2021, notamment avec des dons contre bons d'achat qui sont mis en place. C'est vrai que pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est des pratiques qu'on surveille et qui inquiètent, puisque ce gisement de bonne qualité il est assez restreint. Et donc, si nous, on perd ce gisement-là, ça peut remettre in fine en question le financement de nos actions sociales. Sachant j'ai entendu tout à l'heure que les dons augmentaient, je pense que ce gisement de qualité arrive rarement à la poubelle, en fait, et que c'est plutôt une répartition différente des dons et de la façon dont ils sont donnés. Donc, il y a une vraie concurrence aujourd'hui sur ce gisement de qualité-là. 50% de ce qu'on collecte est encore portable, hein. C'est des choses qui nous arrivent, qui sont de bonne qualité, qui peuvent en tout cas être réutilisées en tant que vêtements, mais qui ne retrouveront pas d'acheteurs ou d'acheteuses en France
parce que on le voit, hein, ça a été évoqué aussi à l'instant, avec toutes les pratiques de fast fashion, le renouvellement des collections très importantes, le fait qu'on produit en très grande quantité, on se retrouve avec des vêtements qui sont passés de mode très rapidement, donc qui vont pas trouver de personnes intéressées en France localement. On a aussi un attachement sentimental aux vêtements qui baisse beaucoup, notamment avec les prix qui sont cassés. Si vous avez un t-shirt à 2 € en fripe et un t-shirt neuf qui est à 3 €, les personnes vont pas forcément se diriger vers de la seconde main parce que vu l'écart de prix, vu la valeur initiale, ça a assez peu d'importance à leurs yeux. Donc c'est un gisement qui peut encore être porté, mais qui ne peut pas être évacué en France. Donc il est exporté. Ça, c'est quelque chose qui nous revient souvent, l'export et l'impact. Vous avez peut-être vu des reportages récemment sur les pays vers lesquels on exporte. Sachez qu'au sein de Emmaüs et du relais, il y a une filière qui s'est créée à l'export avec des directeurs de Relais France qui sont allés créer des relais en Afrique. Tout le gisement est traité et trié en France. Donc l'idée, c'est vraiment d'exporter un gisement qui est destiné à être réutilisé. On retire tout ce qui est destiné au recyclage, tout ce qui est destiné à être du déchet. Et ça, c'est traité par d'autres canaux. On ne l'exporte pas vers nos relais Afrique. Nous, on exporte des balles de mêlée. C'est ce qu'on appelle du mêlée, où en fait, vous avez différents types de vêtements, que ce soit des pantalons, des chemises, des t-shirts, qui vont être retriés en plus fine catégorie. Localement. Donc ça génère de l'emploi local. C'est une vraie volonté du mouvement Emmaüs et du relais d'avoir un projet social adossé à cette filière à l'export. Et la question de l'impact environnemental qui ressort souvent quand on parle d'export. Donc pour nous, tout ce qui est la fin de vie et la mauvaise gestion des vêtements qui arrivent dans les pays importateurs, ça, avec notre filière, c'est quelque chose qu'on évite puisqu'ils sont gérés, ils peuvent être reportés, ils sont ensuite vendus à des commerçants africains pour être revendus et reportés localement. Et la question du transport, qui revient aussi souvent en termes d'impact environnemental, c'est aussi quelque chose où on souligne que par rapport au recyclage en Europe ou en France, l'impact environnemental de l'export pour réutilisation, transport compris, est moindre. Donc évidemment, la filière est perfectible et c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup aussi de notre côté, mais on est vigilant au fait de ne pas confondre ce qui est destiné à la réutilisation à l'export et au recyclage en France et en Europe, puisque il y a quand même un impact environnemental très fort du recyclage qui est souvent effacé et on pointe souvent l'export et le transport du doigt, alors que c'est pas la plus grande source d'impact environnemental. 35% du gisement est destiné au recyclage. Alors, quelque chose que j'entends aussi souvent, c'est que les exutoires de recyclage sont quasi inexistants, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. La moitié du gisement à recycler peut passer sous forme de chiffons d'essuyage qui vont être utilisés par l'industrie automobile notamment, ou Emmanuel l'évoquait en isolant thermophonique à partir de jeans notamment. C'est quelque chose que le relais a développé. C'est une usine qui s'appelle Métis qui produit ça dans le nord de la France. Donc ces solutions-là existent. On est par contre tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de solutions à la fois technologiques et de moyens aujourd'hui en France pour pouvoir recycler l'intégralité du gisement. Donc, il y a une partie qui est en effet exportée pour recyclage. Donc là, à nouveau, c'est une fois que c'est du recyclage, c'est pas un vêtement, c'est du déchet textile qui doit être destiné à être recyclé. Et cette partie-là du gisement, on aimerait en effet qu'elle soit d'avoir les moyens suffisants financiers et le soutien de l'éco-organisme pour pouvoir développer la filière recyclage en France et pouvoir relocaliser ces technologies de recyclage en France. Et les 10% restants, ça va être de la valorisation énergétique, soit sous forme de CSR, combustible solide de récupération. Donc, c'est en partie composé de textiles, mais pas uniquement. C'est des petits copeaux, palets qui vont permettre de faire partir les feux dans les incinérateurs et 1% de déchets ultimes. Donc voilà, 10% de valorisation énergétique globalement. Donc plus largement sur les enjeux auxquels nous on fait face, on est quand même un acteur de l'aval et on constate toujours qu'on est très dépendant en fait de l'amont et de ce qui est mis en marché. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques années, on le constate, on fait face dans le gisement qu'on récupère à une baisse de la qualité.
à la fois sur la qualité intrinsèque du vêtement qui va s'abîmer plus vite, qui du coup va être plus difficile à réemployer dans nos espaces de vente parce qu'il va être plus facilement, il va avoir tendance à se déchirer, il va arriver plus usé, mais aussi du coup plus difficile à réutiliser à l'export. Donc dans ces cas-là, ça passe en recyclage, mais selon la qualité du vêtement, sa composition, les perturbateurs de recyclage qui le composent aussi, on va peut-être pas pouvoir le recycler. Donc, pour nous, il y a un gros enjeu autour de l'éco-conception et l'augmentation de la durée de vie des produits qui est nécessaire pour qu'on puisse réduire l'impact environnemental et sociétal aussi de ce gisement qui doit être traité comme un déchet. Et un autre gros enjeu pour nous, c'est l'augmentation des quantités, parce qu'on doit vraiment continuer à augmenter nos cadences de tri et nos centres de tri de textiles pour pouvoir faire face à ces gisements toujours importants qu'on doit aller collecter. Et même si on trouve des solutions pour pouvoir le réutiliser, le recycler, au bout d'un moment, on arrive quand même à une saturation des exutoires si on continue d'être sur une augmentation constante des mises en marché. Donc voilà, si on réfléchit vraiment à la réduction des impacts sociétaux, environnementaux, sociaux de la filière textile, je dirais qu'on peut aller vraiment vers plus d'éco-conception, une réelle augmentation de la durée de vie des produits qui soient pensés dès leur création en fait pour un usage plus long et une consommation plus sobre pour que derrière on puisse gérer ce qui deviendra in fine un déchet évidemment de la façon la plus adaptée et la moins impactante sur notre environnement. Voilà. Merci beaucoup, Luana. Est-ce que vous êtes d'accord il y a quelques questions, est-ce que vous êtes d'accord pour passer encore 2-3 minutes à répondre à ces questions? Oui. Allez, Thomas. Oups. Je te passe la main, Thomas. Ouais, j'arrive. Je m'étais caché. Merci beaucoup déjà pour ces informations. Effectivement, il y avait 2 questions. Je vais commencer par la première qui destinait peut-être à Emmanuel. Quels moyens de communication utilisez-vous pour expliquer votre démarche et vos produits éco-responsables aux consommateurs? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on est quand même assez prudent parce que les entreprises sont tout de suite taxées de greenwashing. Donc, parce qu'évidemment, on peut toujours en faire plus. Donc, la difficulté, c'est de se dire à quel moment j'accepte de communiquer. Donc, nous, on est plutôt assez frileux parce qu'on voit certaines enseignes que je ne citerai pas faire des grands panneaux dans les magasins en disant voilà, on économise l'eau, on a des champs de coton durable, etc. Et en fait, on sait quelle réalité il y a derrière. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même ce qui marche pas, c'est déjà peut-être de faire du greenwashing. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, sur les produits, effectivement, de plus en plus, on qualifie les choses sur nos produits. Donc, c'est encore en cours, hein, ça va arriver dans les saisons à venir notamment. Ça passe beaucoup par les vendeurs. Donc, là où on a un gros travail de communication à faire auprès de nos vendeurs pour qu'ils soient vraiment au fait. On se rend compte que c'est encore déficitaire, mais ça, on sait que ça marche en tout cas. Parce que finalement, c'est quand vous avez vraiment un échange. Le vendeur chez nous, c'est un vrai vendeur conseil. Donc, il doit être capable d'apporter cette vision-là. Après, on communique de manière corporate beaucoup sur LinkedIn au travers de la presse, au travers de la presse spécialisée aussi, où petit à petit, on crante voilà, les choses qu'on fait. Voilà. Et puis après, c'est tout un travail sur le point de vente. On vous a perdu. On a une coupure. Du coup, on va, en attendant le retour d'Emmanuel, je vais en profiter pour passer à une autre question. Ah, non. Non. Dommage. On va tenter. Je vais poser une question à Eliane. Vous avez évoqué que la fast fashion a des freins structurels et technologiques pour changer de paradigme. Pouvez-vous donner quelques exemples de ces freins? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir évoqué cela sur la fast fashion. Je parlais des freins structurels et technologiques sur la phase recyclage. Ok. Est-ce que vous avez des éléments en complément? Ce que je comprends bien, du coup, la question. J'imagine, oui. Oui. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Effectivement, les freins technologiques par rapport
à la phase de recyclage sont des freins qui sont liés à des techniques de tri, donc des matières souvent qui sont des matériaux, des habits qui sont plurimatières. Donc ça, c'est un frein. Il y a le fait aussi d'avoir des vêtements qui sont fortement ennoblis, comme des jeans ou d'autres supports qui ont ce qu'on appelle des points durs, donc des rivets, des fermetures éclairs, tout ça qui peuvent bloquer ou en tout cas ralentir le tri de ces gisements. Et de façon plus globale, effectivement, il y a un gros problème aussi de perte de savoir-faire sur le territoire français. On a perdu donc toutes nos usines pratiquement de filature, et il nous reste quelques usines d'effilochage, mais qui ne sont pas suffisantes effectivement pour assumer voilà, toutes ces techniques de recyclage qui sont de plus en plus pointues et qui doivent être industrialisées aujourd'hui. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui. Aujourd'hui, les techniques pour recycler, donc c'est vrai qu'il y en a certaines qu'il va falloir trouver, et donc là, ça demande des investissements en termes de recherche, de financement pour pouvoir les développer. Mais c'est aussi que les exigences, en fait, pour utiliser du fil recyclé sont devenues très très fines, à savoir qu'on nous demande une composition de matière très précise, 30% d'une certaine matière, 70% de la deuxième. Donc au toucher, c'est quand même difficile de reconnaître ça. Des couleurs aussi, des diamètres de fil. Donc maintenant, ce qu'il faut industrialiser, en fait, c'est des grands tapis et une automatisation avec un tri optique qui doit être mis en place pour qu'on puisse trier le gisement qui doit être destiné à recycler. Et ça, c'est des investissements qui sont très lourds. Et il faut, en plus d'avoir ces investissements lourds, derrière avoir un marché pour ces fibres recyclées, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Il y a pas en fait de solutions technologiques et d'industriels en fait qui sont prêts à reprendre les fibres qu'on pourrait trier pour les valoriser en recyclage. C'est pour ça que c'est aussi très délicat. Et ça me fait rebondir aussi sur un chiffre qui a été donné tout à l'heure par Eliane, les 1% de gisements recyclés qui peuvent permettre de refaire du vêtement, enfin qui peuvent être réintégrés dans de nouveaux vêtements. Aujourd'hui, c'est quelque chose aussi de très délicat parce que les fibres recyclées, elles sont plus courtes, plus fragiles, et donc les réintégrer dans des vêtements via de la filature, c'est aussi une question en termes d'éco-conception de est-ce que ça va pas faire un vêtement qui va s'user plus vite et être plus fragile. Donc c'est plein de paramètres en fait autour du recyclage qu'on ne maîtrise pas, en tout cas qu'il va falloir développer pour consolider cette filière-là. Oui, tout à fait. Parfait. Bon complément. 10h10, Merci. Thomas, est-ce que Ouais, on peut peut-être s'arrêter là? on va s'arrêter là, ouais, tout à fait. N'hésitez pas, de toute façon, à nous contacter si vous voulez de plus amples informations. On vous redirigera vers les bonnes personnes. Merci Luana, merci Manuel, merci Eliane et merci Yves pour vos interventions. Merci à tous pour votre présence et j'espère à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci, Luana, au revoir. Eliane, Emmanuel, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.